Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. La chaîne commence à avoir un petit peu d'audience. Il y a pas mal de monde qui regarde, mais il y a encore très peu d'abonnés. Et j'essaye aussi de répondre à toutes vos questions. La plupart des gens, par contre, m'envoient des questions en privé. S'il vous plaît, commentez. Je réponds à toutes les questions sur la chaîne. Likez, abonnez-vous. L'algorithme de YouTube a besoin de ces informations-là pour faire grossir la chaîne. Je vous remercie. Une excellente journée et que Dieu vous bénisse. Bonjour Bonjour Alex. Lionel, Bonjour. suite à notre dernier échange, j'ai décidé de me lancer dans le grand bain. Ah, moi j'ai une question. Est-ce que ta femme a écouté le podcast? Ah oui, tout à fait, elle Qu'est-ce a qu'elle en pense? apprécié, elle Elle a a apprécié, apprécié? oui, oui, elle Voilà. m'a dit alors il faut y aller. T'es devenu une star. Ok, J'ai le feu super. vert, j'ai le feu Donc vert. t'as acheté tes premiers bitcoins. Alors oui, mais Enfin, justement dans le cadre de cette deuxième étape qui est de passer le pas, je me suis aperçu qu'il y avait différents moyens, différentes plateformes qui existaient. Elles sont pas innombrables, mais elles sont nombreuses quand même. Et je voulais savoir, parce que n'y connaissant rien, ben, je n'ai pas d'expérience par définition, quelles sont les plateformes d'échange que tu me conseillerais pour acheter des bitcoins, d'abord en toute sécurité, et ensuite, avant de m'inscrire, est-ce qu'il y a des vérifications que je devrais faire pour savoir si telle ou telle plateforme est honnête, a une assise, etc., etc. alors, il y a plusieurs façons d'acheter du bitcoin. On parle du bitcoin, hein, pas des autres cryptocurrencies, des autres crypto-monnaies. Si on parle du bitcoin, le plus simple pour démarrer, c'est d'aller sur des plateformes qui sont connues. C'est-à-dire, elles sont connues, elles ont une liquidité, mais dans tous les cas de figure, c'est ce que j'avais expliqué la dernière fois. Une fois que vous avez déposé vos bitcoins, enfin que vous avez acheté vos bitcoins, à partir d'un certain montant que vous définissez, il y en a qui vont le mettre à 1000 euros, d'autres qui vont le mettre à 5000 euros, 10 000 euros. En tout cas, il faut les sortir et les mettre sur votre clé. Voilà, ça, on ne laisse pas, ce ne sont pas des banques, ce ne sont pas des entreprises qui sont régulées, en tout cas pas encore, la régulation va arriver, c'est sûr, et c'est très bien, parce que ça va sécuriser le marché, mais il n'y a aucune raison de laisser dormir cet argent, surtout s'il ne profite pas, parce que je rappelle que le Bitcoin ne génère pas d'intérêt. D'accord? Donc c'est comme l'or. Il ne génère pas d'intérêt. Et donc à partir de ce moment-là, bah, vous avez acheté, vous sécurisez, vous le sortez de la plateforme pour le mettre sur votre clé. Ça s'arrête là, aussi simple que ça. Maintenant, il y a d'autres façons d'acheter. Par exemple, à Jérusalem, et il y en a bien sûr beaucoup plus en France, mais à Jérusalem, il y a un magasin en centre-ville où on peut acheter son bitcoin, on paye des taxes, il y a une déclaration au fisc qui se fait automatiquement, et tu achètes tes bitcoins et tu les mets directement sur ta clé. Voilà. Ok, alors ça me. Le Bon. minimum est de 6000 shekels, donc c'est-à-dire, enfin bon, c'est vraiment pas grand-chose. Voilà. Mais c'est possible. Et il y a une troisième forme, qui est en fait, parce que c'est ça, à la base, le Bitcoin, c'est d'acheter de gré à gré, de pair à pair. Donc tu l'achètes à une autre personne, via une plateforme, ou via une personne que tu connais, qui a du Bitcoin, et tu lui dis, je te donne tant, combien tu me factures. En gros, c'est ça. Et c'est un transfert qui se fait en quelques minutes, quelques secondes même. Ok, mais là ça semble un peu plus compliqué. Bon, disons que dans Il y un a, il y a premier des temps. pays, il y a des pays aussi, alors je crois qu'il n'y en a plus en France, mais je crois qu'il y a eu un problème. Je sais qu'à un moment, on pouvait acheter du Bitcoin au bureau de tabac. Ah, c'est Il y avait intéressant. ouais, il y avait une plateforme qui faisait ça en France. Je crois que ça s'est arrêté. Je ne sais pas si ça a été remis en place, mais on pouvait acheter du Bitcoin au bureau de tabac. Donc, ils chargeaient une carte. En fait, c'était très bien fait, leur truc. Et en France, il y a plein d'applications, en fait, où vous faites des virements. Faites un virement de, mettons, de 50 euros, 100 euros, peu importe, le montant que vous voulez. Et en fait, l'application se charge, donc elle prend toujours des frais de transaction, mais comme partout, et elle se charge de vous acheter des bitcoins, et ils sont sécurisés sur la blockchain, et en fait, ils sont directement dans votre wallet, dans votre portefeuille. Et ça, c'est ce qui est vraiment le plus simple. En Mais ça, fait, c'est une application qui n'est pas une plateforme d'échange. c'est une plateforme mais qui est spécialisée dans le bitcoin. Enfin, c'est une application spécialisée dans le bitcoin. Il y en a plusieurs hein, en France. Ok, mais toujours est-il que. Et ce qui est intéressant, c'est que le Bitcoin vous appartient. Parce qu'il y a d'autres applications, en fait, où euh, le, vous achetez un actif, mais en fait, il ne vous appartient pas. Donc, tout dépend si on veut faire de la spéculation ou de l'investissement. Si c'est de l'investissement, c'est ce que je recommande, c'est-à-dire d'accumuler du Bitcoin
il vaut mieux aller sur des applications, enfin il faut aller sur des applications où vous détenez vraiment vos bitcoins. Mais par exemple, j'ai entendu parler de Binance, comme tout le monde en a Comme entendu tout le parler. monde, ouais. Est-ce que par sa taille et son envergure, c'est peut-être l'application la plus recommandée ou pas? Moi je recommande rien, mais dans tous les cas de figure, quels que soient les échanges centralisés, à partir d'un certain montant, vous sortez vos bitcoins pour le mettre sur votre portefeuille personnel. Alors ça Ce qu'on m'amène appelle le wallet. ça m'amène à ma prochaine question, puisque j'ai effectivement vu qu'il y avait cette possibilité. Donc pour sécuriser mes bitcoins dans un portefeuille physique, donc un wallet Ce qu'on hardware appelle wallet. voilà, Voilà. Alors, que se passe-t-il cold wallet. que se passe-t-il si je perds la clé privée ou bien l'appareil? Est-ce qu'il y a des solutions pour éviter ce genre de catastrophe? Alors, tu peux la perdre, tu peux la laisser tomber dans les toilettes, tu peux la casser, on peut te la voler, peu importe en fait. Parce qu'en fait, tes actifs, donc tes bitcoins, dans ce cas-là, sont réellement sur la blockchain. Et en fait, ce qui compte, c'est pas la clé. La clé n'est qu'un support pour y accéder. Donc en fait, ce qui compte, c'est le code, ce qu'on appelle la seed phrase. Donc c'est une suite de 24 mots. Et c'est ça qui te permet d'accéder à, à tes bitcoins. Donc tu casses le support, pour être très concret, tu casses le support physique, la clé, ou tu le perds, tout simplement, ou on te le vole, ou peu importe. Mais en fait, il suffit d'en racheter un autre, vierge, de le réinitialiser, et tu as à nouveau accès à tes bitcoins. Et la personne qui te l'a volé, par exemple, elle aura accès à rien du tout. Elle aura juste une clé vide, en fait. Ce qui compte, c'est le code. Ok. Voilà. Donc il Comprends? faut juste pas perdre le code. Alors, si tu perds le code, c'est foutu. Tu as perdu. C'est l'exemple que j'avais donné, je crois, la dernière fois, où mon ami est décédé et sa femme n'avait pas les codes. Et là, bah, sauf miracle, si elle retrouve le code, enfin les codes, les bitcoins sont perdus. Perdus, ils sont pas, personne ne pourra les prendre. Ils sont sur la blockchain, personne ne pourra jamais y accéder. D'accord. Et j'ai cru entendre Et qu'il des y a- comme ça, il y en a beaucoup, j'ai hein. cru entendre qu'il y avait des objets qui permettaient de graver ou d'engraver Alors, la phrase la secrète. seed phrase, ouais. Alors ça, c'est encore autre chose. C'est encore un autre marché. C'est qu'en fait, la seed phrase, donc la phrase elle-même, tu rentres dans des détails un peu techniques, mais la seed phrase elle-même, où est-ce que tu vas la noter? C'est ça la question. Parce que ce qui n'est jamais conseillé, ce qui est vrai en fait, réellement déconseillé, c'est de faire une photo ou de faire un screenshot, enfin une capture d'écran. Ou Forcément. voilà, ça, dès que c'est du digital, Ça peut être hacké. voilà, exactement. Donc en fait, il faut l'écrire sur un papier et planquer ce papier. C'est aussi simple que ça. Maintenant, il y a des gens qui disent, oui, mais attends, il y a un incendie où je l'ai noté sur un papier et je perds le papier, ou mon gamin déchire le papier, peu importe. Donc dans ces cas-là, ce qu'il existe, c'est assez marrant, c'est des espèces de plaques en métal, en fait, où tu vas graver, réellement graver. Donc c'est fourni avec un petit poinçon, machin. Ça coûte pas très cher, hein, puisque c'est normal, c'est juste du métal, où tu vas graver ta phrase. Et alors, il faut bien garder ta phrase, enfin, il faut bien garder cette plaque en métal. Alors, la plaque en métal résiste au feu, machin, tout un truc. Maintenant, le plus simple, c'est par exemple de la mettre dans ton coffre-fort à la banque. Oui. En fait, tu as toujours un problème de responsabilité. Rien n'est parfait. Tu as toujours un problème de responsabilité à partir du moment où c'est toi qui gères ton argent. Alors, moi, je pensais qu'il n'y avait pas de problème, puisque initialement, j'avais entendu parler de cette seed phrase, de cette phrase clé, et je pensais que nous pouvions choisir les mots qui Non. la constituaient. À ce moment-là, je peux imaginer un poème que je connais par cœur, ou un verset de la Torah, ou je ne sais pas, quelque chose que je connais. Or là, j'ai cru comprendre que en fait non, c'est le. Alors Euh, comment j'obtiens En fait, cette phrase? quand tu initialises ta clé, elle te fournit 24 mots. Ces 24 mots, tu dois les noter tu dois les noter, ça c'est la première chose. Euh, et la clé te demande une vérification. Elle te le fait faire 2 fois, l'exercice, pour être sûr que tu as bien noté les 24 mots, cette phrase. À partir du moment où c'est fait, Mais ces 24 mots, ils sont inclus dans le non, non, pas dans du la tout, clé c'est physique. généré par software. C'est généré, je sais pas, alors je connais pas c'est généré et ça n'a jamais été craqué. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire.
Parce que Et c'est une vraie question. Ça c'est une peut vraie être- question. Je sais pas comment c'est généré, mais en tout cas, ça n'a jamais été craqué. Et je m'étais posé la question et j'avais jamais été plus loin, mais ça n'a jamais été craqué. Donc c'est la confirmation en 15 ans que bon. Mais j'ai vu récemment qu'il y avait un jeune homme d'une vingtaine d'années qui avait volé 200 millions de bitcoin ou de valeur ou de dollars de bitcoin. C'est-à-dire qu'on peut voler des bitcoins. Si t'as la phrase, enfin si t'as la clé, oui, bien sûr. Mais autrement, Bah, autrement, non, c'est pas possible. ok. Bon, Il y a des pour, types qui se sont fait braquer leur clé. Et s'il n'y a pas la phrase, ça sert à rien. Ça sert à rien. ok. C'est le code, en fait. Ok, alors pour prendre un petit peu de hauteur par rapport à tous ces détails dans lesquels nous nous sommes entrés, pour un débutant que je suis, ou que certains de nos éditeurs sont, quelles sont les erreurs les plus fréquentes lorsqu'on investit dans Bitcoin et comment puis-je les éviter? Alors, si tu parles de notion d'investissement, tu travailles sur le long terme. L'erreur, j'ai dîné avec un ami dimanche soir. Il y a 1 an et demi, je lui ai fait acheter du Bitcoin. Et donc, il a fait une belle affaire. Donc, il en avait acheté pour quelques centaines de dollars. Le Bitcoin est arrivé. Donc, je lui dis, t'en es où? Je lui dis, t'en es où avec. Il me dit, j'ai tout revendu à 80 000. Voilà. Donc, quand le Bitcoin est arrivé à 80 000 dollars, donc il a dû acheter dans les 30, 32, quelque chose comme ça. Il s'est dit, bon, bah ça y est, il est temps de revendre. Donc, il a fait son opération. Voilà. Mais il avait sa vision, en fait, elle était quand même court terme, parce qu'il les a conservés 1 an et demi. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, il les aurait revendus quand même beaucoup plus cher. Et à mon avis, dans le futur, dans les mois qui viennent, il l'aura encore revendu plus cher. Mais s'il n'avait pas cette notion-là, pour lui, c'était juste un jeu d'écriture et il s'est dit, bon, voilà, j'ai fait un petit profit. Je ne sais pas pour combien il avait acheté, mais c'était pas grand-chose. J'ai fait un profit et je suis très content. Voilà, ça s'arrête là. Alors je reviens sur ma question, les erreurs dans lesquelles il ne faut pas tomber. Les erreurs, c'est par exemple quand le marché baisse. C'est-à-dire, c'est une logique de travail en termes d'investissement. Quand on achète du Bitcoin, la plupart des gens l'accumulent. Donc, ils essayent d'acheter quand ça baisse. Et s'ils le revendent, c'est pour le racheter à nouveau quand ça baisse. C'est une bonne opération financièrement. Tu achètes à un prix Tout à bas, fait. tu revends à un prix plus haut, mais ce bénéfice que tu as eu, en fait, c'est pour racheter quand il va retomber. Donc tu vas accumuler du Bitcoin, en fait, sans sortir, à part la somme initiale, sans sortir d'argent de ta poche. Donc c'est une bonne opération. Si c'est pour l'erreur à faire, à mon avis, c'est de revendre, par exemple, dès que le marché baisse, parce qu'on a peur. En fait, d'avoir un moment de panique. C'est toujours comme ça qu'on se plante, en fait. Ok, alors puisque je me suis un petit peu intéressé et que j'ai fait mes, euh, mes, euh, mes devoirs, comme on dit, alors j'ai vu qu'il y avait des phases dans le marché du Bitcoin et j'ai entendu dire qu'on entrait actuellement dans un bull market. Et alors, est-ce qu'il est préférable d'attendre une correction pour investir ou alors de commencer à investir maintenant de façon progressive? C'est une bonne question. Donc déjà, le bull market, le principe du bull market, c'est que c'est un marché qui est haussier. Voilà. Un marché qui est haussier, ça ne veut pas dire qu'il c'est pas linéaire, c'est pas une hausse constante. C'est il y a des hauts rapides, ça chute, ça remonte. Il faut comprendre une vague. En fait, c'est une vague sur l'océan. Voilà. D'ailleurs, le Bitcoin qui avait atteint 104 000 dollars 104 000, il doit être là, je sais à pas. 97 000. Voilà, il est retombé aussi à 95 mais bon, il est dans un creux de vague pour reprendre son élan. Il faut imaginer quelqu'un qui court. Quelqu'un qui court, même si c'est un marathonien, il ne va pas tout le temps à la même vitesse. Le corps a besoin à un moment de ralentir pour reprendre ses forces, pour reprendre la respiration, repuiser dans ses forces, pour à nouveau accélérer quand c'est nécessaire. La finance, c'est exactement la même chose. Donc, là, concrètement, ce qui s'est passé, si tu veux, je t'explique. Concrètement, il y a c'est un peu technique, c'est dommage, mais il y a tous les mineurs, c'est-à-dire les gens qui produisent du Bitcoin, les sociétés qui produisent du Bitcoin depuis des années, qui ont bien souffert quand même. Là, ils avaient juste des ordres automatiques. On atteint les 100 000, on vend notre surproduction. Donc, ce qui a fait redescendre un peu le marché, puisqu'il y a à nouveau une disponibilité, parce que c'est l'offre de la loi de la demande. Hein. Donc, il y a plus de disponibilité. Donc, le marché redescend. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que le marché est en train déjà de remonter. Mais en fait, ça a liquidé tous les petits. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais tous les gens qui sont arrivés, les premiers comment on dit, primo-acquéreurs, je crois que c'est comme ça qu'on dit,
les gens qui se sont lancés, qui ont investi, ah là là, le Bitcoin est à 100 000, je veux devenir riche, j'investis 10 000 balles, le Bitcoin chute, ben ils vendent. Parce qu'ils n'ont pas compris comment ça se passait. Ils vendent et ils se font liquider. Donc ils font des pertes. Et puis derrière, il y en a d'autres qui ramassent, parce que justement, et je réponds à ta deuxième question, en fait, ils ramassent quand ça baisse, en fait. Il faut être dans un mode opportuniste, hein. De toute façon, c'est de l'opportunité. Ok. Donc maintenant, acheter avant qu'il ne repasse la barre des 100 000. Est-ce que tu vas te limiter quand il sera à 190 000, s'il arrive à 190 000, hein, j'en sais rien, j'en ai aucune. S'il arrive à 190 000, est-ce que tu te poseras la question vis-à-vis des 200 000? Forcément, tu vas te la poser. Et tu te diras en même temps, mais pourquoi j'ai été bête de ne pas acheter à 100 000? Tout à fait. C'est un. Ouais. Je me pose déjà la question de pourquoi j'ai été Le- bête de la, pas la- la l'acheter façon. à 50 000 il y a 6 mois simplement. Voilà, je te l'avais dit en plus, j'avais insisté et je t'avais dit, mais Alex, j'ai rien à gagner, quoi. Le truc, c'est la position la plus simple, à mon avis, c'est d'accumuler régulièrement. Si vous avez 200 euros, c'est pas un conseil en investissement, mais c'est une façon de faire. Et c'est la même chose dans la finance traditionnelle, hein. C'est d'investir régulièrement. Si vous avez 200 euros, il vaut mieux mettre, vous touchez votre salaire, mettons le 31 ou le premier du mois, j'en sais rien, ou le 10 du mois, bon. Il vaut mieux mettre 200 euros étalés sur le mois, donc par exemple 50 euros par semaine, que de faire, ok, j'y vais, je balance mes 200 euros mensuels. Parce qu'en fait, vous allez lisser le prix à la hausse et à la baisse. Oui, mais à Mais chaque transaction, j'ai des frais, donc c'est pas oui, forcément mais intéressant. non, ce que tu fais, c'est qu'en fait, tu peux déjà, tu peux mettre ces 1000 euros, ces 200 euros, pardon, en une fois. Donc tu payes une fois les frais. Et ensuite, c'est toi qui programmes tes achats en fonction du niveau auquel tu es prêt à acheter. Maintenant, les frais, il faut savoir comment ça se passe. Je crois que tu avais une question sur les takers et les makers. Voilà. Les makers, ce sont des gens qui vont. En fait, quand on programme ces ordres, c'est intéressant de savoir ça. C'est que, en fait, il va se dire, ok, je veux acheter tout de suite. Donc il programme un ordre immédiat. Il met, mettons, ses 200 euros sur la plateforme, l'exemple, et il dit, j'achète tout de suite. En fait, le truc, c'est qu'il va avoir des frais plus élevés. Pourquoi? Parce qu'en fait, il laisse pas la liquidité sur la plateforme. Et la plateforme le punit, entre guillemets, pour ça. Quand tu mets tes 200 euros et que tu étales tes achats, la plateforme bénéficie de ta liquidité. Ok. Ok? Donc elle minore ses frais. C'est ce qu'on appelle un taker. C'est un ordre programmé, à la vente ou à l'achat. Mais quand tu dis je veux tout de suite, c'est qu'en fait tu es pris à la gorge. Et l'algorithme, ce qu'on appelle le yield, en fait, en anglais c'est le pricing, le prix est fait en fonction de certains critères, de plusieurs centaines de critères. Mais un de ces critères, c'est si tu es pressé, ben, c'est comme quand vous achetez un billet d'avion, hein, tu vas payer plein pot si tu achètes normalement, si tu n'as pas acheté à la dernière minute. C'est un principe intéressant, je trouve, quand on price quelque chose, quand on définit un prix, c'est que la personne qui est à côté de vous dans l'avion, il y a juste un accoudoir qui vous sépare, et pourtant, vous pouvez vérifier, je vous engage à le faire, elle n'aura jamais payé le même prix que vous. Jamais. Alors, Des fois, ça peut être 3 fois le prix. alors, en termes de voyage aérien, c'est bien connu, ça je sais bien, mais alors, alors si déjà. Non, mais tu l'as dans l'alimentaire, alors sur On a- les on a- marchés financiers, alors c'est que ça. Alors est-ce qu'on peut Donc, le principe- redéfinir les termes maker et taker sur les plateformes de Donc déjà, la finance J'ai est pas remplie. vraiment tout à fait Bien sûr. saisi. La de finance, quoi il est, s'agit. la finance est remplie de termes anglophones et c'est pour ça aussi que c'est une difficulté pour les gens d'y rentrer. Mais en fait, ça reste très simple. Si j'achète tout de suite ou je vends tout de suite, je vais payer plus de frais. Si je programme mon achat, Ok. donc je laisse mon argent sur la plateforme me récompense en me disant bah, tu vas payer on minore tes frais. On prend toujours des frais de transaction, mais ils seront moins élevés. Maintenant, ça, c'est une première chose qui est liée à la plateforme. Il y a une deuxième argument avec le Bitcoin, c'est que quand beaucoup de gens vendent ou achètent en même temps, le réseau, lui, automatiquement, va augmenter ses fees. En fait, c'est les mineurs qu'il y a derrière. Parce qu'en fait, c'est plus difficile pour eux. Donc, ils consomment plus d'énergie. Ok. Et donc, les frais sont plus élevés. Mais est-ce que j'ai un moyen de le connaître Si tu vends comme tout le monde, en même temps que tout le monde, tu es sûr que tu vas payer. Bah, je vais te donner un exemple. Pas dans le Bitcoin, mais par exemple dans l'Ether. Parce que dans le Bitcoin, c'est encore différent. C'est une mentalité différente. Mais dans l'Ethereum, donc la crypto-monnaie numéro 2. Hein, il y a comme je l'ai dit, il y a toujours le Bitcoin qui est le roi absolu. Hein. Et il y en a 16 000 autres qui sont présentes sur les plateformes et encore 10 000 qui traînent en dehors des plateformes. Donc 26 000 en tout, quelque chose comme ça. C'est juste hallucinant. Non. Énorme.
Donc beaucoup de projets foireux, hein, mais peu importe. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'argent forcément avec ces projets-là. La numéro 2 s'appelle l'Ethereum. Donc c'est une société, il y a une fondation, c'est structuré. Rien à voir avec le Bitcoin, même au niveau idéologique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si tu te rappelles de la mode des singes. Les NFT, ce qu'on a appelé les NFT, Oui, où oui, tu tout à avais fait. les Bored Apps, tous ces singes, c'était des JPEG Oui, oui, de tout à fait. singes qui étaient payés, on parle de millions de dollars. Mais les frais qui étaient engendrés, il y avait une telle congestion du réseau, parce que c'était hallucinant, c'est un autre monde, qu'on était sur notre planète. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ça, hein. Ma logique de travail ne fonctionnait pas avec ça. Et j'ai compris après que c'était que spéculatif. Mais pour en arriver là, il m'a fallu du temps. Mais les gens payaient des frais de transaction parce que le réseau Ethereum était étranglé, congestionné, des frais qui étaient absolument hallucinants. Mais en fait, pour acquérir leur, leur JPEG, hein, ils étaient prêts à payer. En fait, c'est des gens. Il faut comprendre une chose, c'est que c'est pas pour Monsieur et Madame tout le monde. C'est juste des gens qui, il y a 10 ans, avaient miné, donc avaient produit de l'Ether pour quelques dollars par jour. Ils en produisaient 30 par jour. Donc l'Ether, là, il doit être à 3006, 3007. Ils en produisaient 30 par jour avec un simple PC de jeux vidéo, enfin un PC de gamer en fait. Parce que Ouais. la carte graphique permettait de le faire. C'est fini, ça n'existe plus aujourd'hui, hein. Ah, Enfin, dommage. ouais, tu m'étonnes. Pas sur l'Ether en tout cas. Il y a d'autres, mais bon, enfin, c'était quelque chose de juste incroyable. Donc en fait, payer peu importe, parce que ça nous a rien coûté. Voilà, c'est ça, c'est un truc, c'est en dehors du système. Est-ce que tu as d'autres questions Peut-être que pour une prochaine fois, peut-être. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Et Alex, on t'attend peut-être pour la suite, un troisième épisode, peut-être la semaine prochaine. À Voilà. bientôt. À bientôt. Merci tout le monde et protégez-vous et faites attention et que Dieu vous bénisse. Une bonne journée.